Bienvenue dans cette formation du cloud computing. Cette formation vise à modifier l'orientation de votre carrière. Si vous envisagez de migrer vers le cloud, ces vidéos vous fourniront toutes les informations requises sur le sujet. Elles vous renseigneront sur les bases, la conduite des projets ainsi que les meilleures pratiques et la sécurité en matière de cloud computing. Nous étudierons d'abord les types de cloud, à savoir infrastructure en tant que service, logiciel en tant que service et plateforme en tant que service, ainsi que trois grands modèles de déploiement. Nous en profiterons pour mentionner les acteurs du marché et les marques à surveiller. Nous étudierons en détail les infrastructures en tant que service comme AWS, Amazon Web Services, ou Google Compute Engine. Nous définirons les logiciels en tant que services tels que Salesforce.com ou Microsoft Office 365. Enfin, nous verrons à quoi ressemblent les clouds d'infrastructure ainsi que de logiciels en tant que services et comment les exploiter. Dans le chapitre suivant, nous apprendrons à tirer parti du cloud computing en identifiant les applications et les données adaptées. Nous verrons aussi comment faire une analyse de rentabilité, planifier une migration et choisir un fournisseur cloud. Le thème de la sécurité est fondamental. Le chapitre suivant concernera la planification de la sécurité, la définition d'exigences de sécurité, les technologies de sécurité adaptées au cloud et l'utilisation des opérations de sécurité. Le dernier chapitre sera dédié aux meilleures pratiques et aux technologies des opérations cloud CloudOps. Nous verrons comment s'y prendre, quels outils utiliser et comment gérer un cloud avec des systèmes traditionnels. Ces vidéos pourraient bouleverser votre carrière. Je vous ai préparé une formation détaillée pour vous exposer les bases du cloud computing. C'est parti. Avant de commencer à parler des concepts clés du cloud computing, je tiens à préciser que cette formation s'adresse aux acteurs des technologies de l'information. Toutefois, aucune connaissance n'est requise en matière de cloud computing. C'est un premier pas pour ceux qui souhaiteraient ensuite en savoir plus, notamment sur les compétences technologiques particulières requises. Cette formation concerne tout le personnel de l'entreprise, les chefs de projet, les développeurs, les administrateurs et même les cadres. Pour plus de clarté, je veillerai à définir les termes obscurs ou jargonneux ainsi que les sigles et les acronymes. Le cloud computing est une révolution qui bouleverse notre consommation des services de calcul. Par ailleurs, il égalise les chances des petites et moyennes entreprises. Je pense que ces 10 dernières années ont préparé le terrain pour une informatique plus efficace et plus économique. En effet, je peux épargner des dépenses qui se chiffrent en millions à la plupart des entreprises en quelques années grâce à la rentabilité du cloud computing, mais aussi en renforçant leur agilité ou leur capacité à s'adapter à l'évolution de leur marché respectif. Auparavant, l'hébergement d'applications et de données nécessitait des investissements matériels et logiciels très lourds. Il fallait aussi louer ou construire un centre de données pour héberger nos ressources. Maintenant, nous bénéficions des options du cloud computing. Les plateformes cloud permettent d'exploiter des systèmes distants en tant que service sur l'Internet ouvert, de payer à l'utilisation uniquement et de bénéficier d'une évolutivité verticale ascendante et descendante. Le cloud computing, apparemment nouveau, résulte en fait d'une évolution technologique. Notamment avec l'essor du temps partagé et l'essor de l'informatique en grille. Tout cela forme la base du cloud computing, qui consiste à exploiter des ressources de calcul dans une optique d'efficacité et d'économie maximale. Le NIST, National Institute for Standard and Technology, a défini les 5 caractéristiques du cloud computing: libre service en tant que service, accès réseau universel, mutualisation des ressources, élasticité rapide et facturation à l'utilisation. Par ailleurs, il a défini 3 modèles de services: logiciel en tant que service, plateforme en tant que service et infrastructure en tant que service. Enfin, il a défini différents modèles de déploiement, dont le cloud privé, le cloud public et le cloud hybride. Comme vous le voyez sur ce graphique, vous payez seulement pour les ressources utilisées et quand vous en avez besoin. Il s'avère donc inutile d'acheter du matériel ou des logiciels par anticipation. Le cloud permet de gérer la demande avec élasticité,
c'est-à-dire que vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin. Et, surtout, vous ne payez que les ressources que vous utilisez. Alors, quel avenir? Eh bien, la généralisation du cloud computing dans le secteur technologique. Il va devenir une pratique courante et une nouvelle corde à l'arc des techniciens de l'information. De nouvelles fonctionnalités, comme le machine learning et les analyses de big data. La migration d'applications vers des plateformes dédiées. Autrement dit, les entreprises lanceront des projets de passage massif au cloud au cours des prochaines années. Voilà pour ce qui est des origines et des concepts clés du cloud computing. Intéressons-nous maintenant au type de cloud privé, public et hybride. Le choix du ou des types de cloud varie selon les cas. Mon rôle de consultant dans le domaine du cloud m'a appris qu'il fallait cerner les charges de travail avant de choisir le ou les modèles de déploiement à mettre en œuvre. Cela prend des semaines, ou des mois pour les grandes entreprises. Néanmoins, je vous conseille de prendre le temps d'y réfléchir en amont. Intéressons-nous à 3 modèles de déploiement cloud, privé, public et hybride. Privé, vous possédez le matériel sur lequel le cloud s'exécute. Il vous est exclusivement réservé. Public, vous exploitez des services cloud sur l'Internet ouvert avec un matériel et des logiciels que vous ne possédez pas. Hybride, vous panachez public et privé afin de pouvoir exécuter vos charges de travail sur ces 2 modèles de déploiement, sans problème de compatibilité. Ces 3 modèles peuvent tout à fait coexister. Le grand avantage d'un cloud privé, c'est son exécution directement sur site. Il semble donc plus sécurisé que le cloud public ou le cloud hybride. Toutefois, comme vous possédez le matériel et les logiciels, vous ne bénéficiez pas de l'avantage du public et de l'hybride qui vous épargne ce type de dépenses. Un cloud public s'exécute sur l'Internet ouvert. Vous pouvez ignorer l'emplacement physique de vos applications et données. Il semble donc moins sécurisé. Toutefois, un cloud public ne nécessite pas d'acquisition matérielle ni logicielle et pas non plus de centres de données pour héberger ces systèmes. Les économies qu'il offre en matière d'investissement constituent donc son atout maître. Un cloud hybride conjugue les avantages du cloud privé et du cloud public. En effet, vous disposez de 2 modèles de déploiement combinés sur lesquels vous pouvez répartir vos charges de travail. Il est parfois possible de déplacer des charges de travail entre public et privé pour exploiter au mieux les plateformes cloud. Le choix du ou des modèles de déploiement qui vous conviennent dépend de vos propres exigences. Pour migrer vers le cloud, vous devez cerner les caractéristiques de vos charges de travail afin de sélectionner le ou les types de cloud adaptés. Maintenant que nous connaissons ces modèles de déploiement, voyons les types de cloud qui existent, à savoir le logiciel, la plateforme et l'infrastructure en tant que service. Le choix du ou des types de cloud à exploiter dépend, je le rappelle, de vos exigences en matière de charges de travail, qui sont elles-mêmes liées à vos exigences commerciales. D'après mon expérience, il faut garder à l'esprit qu'il peut vous falloir mettre en œuvre et gérer un ou deux de ces types de cloud, voire les 3, chacun à sa façon. Le premier pas consiste à bien les connaître. Selon le NIST, il existe 3 grands types de cloud. 1. Le logiciel en tant que service, qui est une application que vous louez sur l'Internet ouvert. 2. L'infrastructure en tant que service, qui est un ensemble de services, stockage, calcul, etc., que vous exploitez depuis une ressource locale ou distante. 3. La plateforme en tant que service, qui est une plateforme de développement, de test et de déploiement d'applications en tant que service. Il existe des différences de taille et de fond entre ces divers types de cloud. Le cloud d'infrastructure en tant que service est conçu pour remplacer peu ou prou votre centre de données. Services de stockage et calcul compris. Le logiciel en tant que service remplace les applications d'entreprise. Relations clients, CRM, et planification des ressources, ERP compris. La plateforme en tant que service est la version cloud du développement, déploiement, hébergement d'applications. L'acteur clé de l'infrastructure en tant que service est Amazon Web Services ou AWS. AWS a une position dominante sur le marché de l'infrastructure en tant que service. Salesforce.com, le leader du logiciel en tant que service, SaaS propose des services de CRM et d'automatisation sur l'Internet ouvert. Enfin,
L'incontournable en matière de plateforme en tant que service est Google App Engine, avec ses services de développement, déploiement, hébergement. L'IaaS fournit des plateformes moins chères pour les applications et les données, car le matériel et les logiciels sont partagés. Le SaaS permet une consommation plus économique des applications d'entreprise, notamment en matière de CRM et de RP. Enfin, la PaaS permet de créer à moindre frais des systèmes web qui respectent les normes. Là encore, les ressources cloud sont partagées par les utilisateurs. Vous n'avez aucun matériel ni logiciel à acquérir. Voilà quel est l'intérêt global du cloud computing. Les clouds d'infrastructure en tant que service sont ceux qui affichent la croissance la plus rapide sur le marché. Mais tous les clouds d'infrastructure en tant que service ne se ressemblent pas et vous devez prendre le temps de cerner les fonctionnalités proposées par chaque marque. Sachez que votre cloud d'infrastructure en tant que service se révélera probablement vital pour votre entreprise, vous devez donc soigneusement réfléchir aussi bien à vos exigences actuelles qu'à vos besoins futurs. Dans le modèle de l'infrastructure en tant que service, un fournisseur tiers héberge matériel, logiciel, serveur, stockage et autres composants en votre nom. Un cloud d'infrastructure en tant que service se rapproche d'un service de temps partagé, évoqué dans une vidéo précédente. Les services proposés ont diverses finalités, dont l'hébergement d'applications et de données. Un cloud d'infrastructure en tant que service fournit les mêmes services qu'un centre de données traditionnel, tels que le calcul et le stockage déjà évoqués. Mais il permet aussi d'héberger des applications ou des bases de données relatives aux charges de travail d'entreprises existantes. Ce type de cloud est en plein essor et la part de marché du leader, Amazon Web Services, se chiffre en milliards de dollars. Les services d'infrastructure en tant que service sont déployables sous forme de cloud privé, public ou hybride. Outre AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform sont deux autres clouds d'infrastructure en tant que service. Comme il existe de nombreuses différences entre les diverses marques de clouds d'infrastructure en tant que service, notamment en ce qui concerne le nombre et le type de service proposé, vous devez bien vous renseigner avant de faire votre choix. Allons plus loin, en nous concentrant sur l'intérêt de l'infrastructure en tant que service. L'atout maître d'un cloud d'infrastructure en tant que service est qu'il nous dispense d'acquérir du matériel et des logiciels, comme nous l'avons vu. Autrement dit, cela nous permet de transformer nos dépenses d'investissement en dépenses d'exploitation. Avec un cloud d'infrastructure en tant que service, nous ne payons que les services que nous utilisons. Les fournisseurs peuvent facturer le temps passé ou le volume de données. Un cloud d'infrastructure en tant que service affiche une évolutivité verticale élastique, c'est-à-dire qu'il peut grandir ou rétrécir en fonction des besoins des charges de travail applicatives. Ainsi, nous payons plus, ou moins, selon la capacité requise. Le transfert du risque vers les fournisseurs est un atout maître du cloud d'infrastructure en tant que service, car cela signifie que nous comptons sur les fournisseurs de cloud public de type IaaS pour s'occuper du matériel et des logiciels ainsi que pour réaliser l'investissement initial. Autrement dit, nous acceptons le risque, y compris son coût. L'IaaS prend en charge les modèles de déploiement cloud public, privé et hybride. Vous avez donc la liberté d'exploiter le modèle de déploiement qui vous convient le mieux. Les entreprises ne cherchent pas souvent du côté du logiciel en tant que service pour remplacer les systèmes spécialisés intégrés à leur centre de données depuis des lustres. Elles ratent ainsi une occasion en or de réaliser des économies sur leur déploiement CRM, gestion de la relation client, et ERP, planification des ressources. En effet, le SaaS se révèle souvent la solution la moins onéreuse, compte tenu du prix des logiciels d'entreprise à l'heure actuelle. Dans le modèle du logiciel en tant que service, un fournisseur tiers héberge des logiciels applicatifs au nom de l'utilisateur final. Un logiciel en tant que service ressemble plutôt à une application livrée via un navigateur ou un site Internet, offrant les mêmes avantages qu'une application traditionnelle de planification des ressources ou de gestion de la relation client, par exemple. Ou même de productivité, comme Microsoft Word et Microsoft Office. Le recours à un cloud SaaS permet aux entreprises de réaliser des économies considérables en logiciel. Par ailleurs,
c'est le fournisseur SaaS qui assure la maintenance du matériel puisqu'il héberge matériel et logiciel sur son site. De plus, les entreprises bénéficient d'une évolutivité quasi illimitée, car elles peuvent ajouter des abonnements au fur et à mesure des recrutements. Fini les mises à jour et correctifs manuels. Ils s'appliquent automatiquement. Le SaaS prend en charge aussi bien les ordinateurs de bureau que les périphériques mobiles. Plus de 2000 fournisseurs SaaS se partagent les parts de ce marché à l'heure actuelle. Par exemple, Salesforce.com, une solution de gestion de la relation client plébiscitée par les entreprises. Les Google Apps G Suite sont des applications de stockage, traitement de texte, tableur, etc., partagées par de nombreux utilisateurs. Office 365 est une version SaaS de la célèbre plateforme Microsoft Office, très populaire. Alors quel est l'intérêt du cloud de logiciels en tant que service? Vous évitez les achats matériels et logiciels. Comme avec la plateforme en tant que service et l'infrastructure en tant que service, l'idée est de transférer le risque vers le fournisseur du cloud SaaS. De plus, vous ne payez que les abonnements utilisés, ce qui vous permet d'aligner utilisation et dépenses. Enfin, le SaaS assure une livraison des applications sur les ordinateurs de bureau et périphériques mobiles. Ainsi, le cloud SaaS suit la plupart des utilisateurs sur leurs appareils de prédilection. La plateforme en tant que service est le type de cloud le plus incompris, mais il gagne à être connu. À l'heure où les entreprises dépensent des millions pour développer et déployer des applications, la PaaS promet de réduire ses coûts. D'après mon expérience, la compréhension du fonctionnement du cloud de plateforme en tant que service augmente l'efficacité des développeurs et accélère l'accès aux applications. Dans le modèle de la plateforme en tant que service, un fournisseur tiers propose des services de développement, de test, de déploiement et d'hébergement d'applications en tant que service. Cela donne une plateforme de développement efficace dont les entreprises peuvent tirer parti pour rentabiliser le développement applicatif. La PaaS met à disposition une plateforme exhaustive de développement, test et déploiement clé en main, qui s'avère bien plus intéressant que les outils traditionnels. De plus, la plateforme en tant que service facilite la création, le test et le déploiement d'applications en maintenant les développeurs au sein d'un environnement bien défini qui réduit la possibilité de commettre des erreurs. La PaaS prend en charge la plupart des fournisseurs de cloud IaaS, notamment Amazon Web Services, Google et Microsoft. Ces plateformes peuvent aussi s'intégrer directement aux applications PaaS. Parmi les dizaines de fournisseurs PaaS qui existent, AWS Elastic Beanstalk est un exemple de cloud PaaS qui s'exécute sur un cloud IaaS, à savoir Amazon Web Services. La même combinaison d'infrastructures et de plateformes en tant que service se retrouve dans Microsoft Azure et Google App Engine. Sachez que l'intégration et la combinaison des services cloud d'infrastructures et de plateformes en tant que service sont les tendances qui semblent se dessiner pour l'avenir. Alors, quel est l'intérêt du cloud de plateforme en tant que service? Il facilite les phases de développement et de déploiement. Un cloud PaaS fait abstraction des complexités sous-jacentes inhérentes aux environnements de développement. Sans ces difficultés, les développeurs devraient gagner en productivité. Comme vous n'avez pas à assurer la maintenance de votre environnement de déploiement, vous pouvez aller plus vite puisque vous évitez les mises à jour et débogages permanents. Je vais vous faire une démonstration avec un système d'infrastructure en tant que service en lançant une instance Amazon EC2 afin que vous compreniez comment cela fonctionne. Ensuite, nous allons configurer cette instance EC2. Pour finir, nous allons nous connecter à des fins de production. Vous voyez ici le tableau de bord d'Amazon Web Services, AWS. Il suffit de cliquer sur Lancer une instance dans la rubrique Créer une instance. Ainsi, nous réservons des ressources sur le cloud IaaS AWS, en l'occurrence une instance de calcul, autrement dit un serveur virtuel de calcul. Il ne s'agit pas d'une machine physique mais d'une instance logique. Puis, nous devons sélectionner un type d'image machine. AWS propose des images qui sont en fait des plateformes de systèmes d'exploitation s'exécutant sur certains types de processeurs, par exemple, 64 bits. C'est comme si vous alliez acheter un serveur physique dans un magasin et que vous le faisiez configurer en fonction de vos besoins.
Cette liste contient plusieurs configurations de plateformes populaires, dont Linux et Windows. Prenons une instance Linux prédéfinie. AWS propose toute une série de types d'instances afin de répondre à tous les besoins. Choisissez le nombre et la taille des processeurs. Chaque type ayant son tarif, veillez à ne pas voir trop grand pour éviter les dépenses superflues, ni trop petit pour éviter une insuffisance de ressources perturbant le fonctionnement de vos applications. Ici, je sélectionne ce type d'instance, car c'est le moins cher dans le cadre de cette démonstration. Maintenant que nous avons notre type d'image machine et notre type d'instance, validons notre instance. Si tout va bien, nous pouvons passer à l'écran lancé en cliquant sur le bouton situé en bas à droite. Nous y voilà. Nous sommes prêts à lancer notre instance. Notez qu'une IP publique permet aux utilisateurs externes de se connecter à l'instance EC2. D'autres détails sont aussi indiqués, comme vous le voyez. Cet écran nous permet de nous connecter à l'instance tout juste créée. Cela ressemble à une connexion à des serveurs traditionnels sur Internet ou sur un réseau local et c'est bien l'objet d'un cloud public d'infrastructure en tant que service, vous offrir une alternative à l'exploitation de vos propres serveurs. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser cette instance en fonction de vos besoins particuliers. La migration d'applications vers le cloud est la tâche la plus importante des informaticiens. Toutefois, de nombreuses erreurs peuvent être commises et il est primordial que nos clients aient des connaissances générales afin de pouvoir mieux saisir ensuite les subtilités technologiques. Le passage des architectures applicatives traditionnelles à celles alignées sur le cloud induit de nombreux changements. Dans le cloud, les applications sont sans état et distribuées. Elles sont autoréparantes et tolérantes à la latence. Ce sont ces aspects du cloud computing qui accroissent l'utilité des applications dans le cloud. Vous devez donc bien comprendre les macro-changements qui surviennent ainsi que les technologies précises qui évoluent. Pour réussir la migration de vos portefeuilles applicatifs vers le cloud, il vous faut une approche stratégique. Autrement dit, vous devez savoir anticiper vos besoins. De plus, vous devez utiliser des boucles de feedback utilisateur dans vos itérations et automatiser vos mesures pour améliorer en continu votre processus de migration. Enfin, votre évolution doit être croissante. Autrement dit, vous devez pouvoir faire migrer plus d'applications au fur et à mesure. La migration vers le cloud nécessite tout un processus. Notez que nous commençons par marcher à quatre pattes pour en arriver à prendre notre envol. Analyse et financement. Nous pouvons présenter une analyse de rentabilité à la direction et obtenir un budget afin de migrer vers le cloud. Analyse large, nous comprenons bien les bases de chaque application et déterminons ce qu'il faut faire en vue de procéder à sa migration vers le cloud. Modernisation, nous recherchons des occasions d'améliorer ou d'actualiser nos applications en amont de leur migration vers le cloud. Migration, nous déplaçons nos applications et leurs données. Exploitation et amélioration, nous exploitons notre cloud de façon à répondre aux besoins des utilisateurs tout en améliorant nos applications en continu. Attention à ne pas oublier les données. Elles sont vraiment essentielles aux applications. Les données sont tout pour l'entreprise et vous devriez les traiter comme telles. Elles sont l'arme fatale du cloud computing. Il est capital de sélectionner ces données et de savoir comment les sécuriser en fonction des besoins de son entreprise. La question de la conformité est également importante pour respecter la législation nationale et internationale en vigueur. Les performances, le fonctionnement des systèmes cloud dans le cadre des exigences de traitement des données, s'avèrent aussi cruciales. On retrouve l'analyse de rentabilité, car il faut cerner la valeur de la migration des données pour l'entreprise. Il faut aussi connaître le contenu ou la nature des données. Enfin, on retrouve aussi la modernisation, car il faut se renseigner sur les nouvelles technologies de base de données disponibles. Les données impliquent des considérations particulières telles que les questions de sécurité et de conformité déjà évoquées. Certaines données peuvent ne pas être adaptées au cloud en raison de restrictions dans ces domaines. Il faut savoir quelles applications sont liées à quel magasin de données et soit les découpler, soit ne pas y toucher. Enfin, il faut gérer les propriétaires des données ainsi que les données à stocker sur site ou dans le cloud. Posez des fondations solides afin d'assurer votre réussite, notamment en évitant les duplications et les silos.
Ne cherchez pas à compliquer les magasins de données. Cherchez à accroître leur utilité. Définissez des stratégies et une gouvernance qui évitent la prolifération des clous, notamment en centralisant les données au lieu de les disséminer. Enfin, améliorez l'intégration et les évaluations de façon à faciliter l'accès aux données pour tous ceux qui en ont besoin. Exploitation et amélioration. Nous exploitons, traitons et améliorons en continu nos opérations pour veiller à ce que nos systèmes s'exécutent bien à la suite de leur migration vers le cloud. Les entreprises s'interrogent souvent sur le coût total de possession, Total Cost of Ownership (TCO), et le retour sur investissement, Return on Investment, ROI. Vous devez procéder à une solide analyse de rentabilité avant de lancer une migration et je vous conseille de faire une modélisation du TCO qui tient la route. C'est là que le bât blesse pour les informaticiens. L'entreprise doit définir et maîtriser les indicateurs selon lesquels nous serons évalués. Les impacts opérationnels et commerciaux doivent entrer en ligne de compte dans notre approche. D'où la création de 3 modèles, un pour le TCO seul, qui englobe tous les calculs de possession, un pour le TCO plus les coûts de transition, ou coûts de migration, et un pour le ROI, qui indique le rapport qualité-prix de l'intégralité du programme. Vous devez connaître les sources et hypothèses liées à ces coûts et savoir ce que signifient ces chiffres. Attendez-vous à un test. Ce processus nécessite de procéder à une évaluation de l'état actuel. Il s'agit de connaître l'état actuel des choses. Ensuite, vous devez établir une prévision qui montre à quoi ressemblera le déploiement cloud une fois finalisé. Puis, vous devez modéliser le TCO comme nous l'avons déjà vu. Reste alors à modéliser officiellement le ROI et à élaborer un budget. Afin de pouvoir évaluer l'état actuel, nous devons procéder à une évaluation immobilière du stock d'applications. Pour cela, nous devons évaluer un échantillon applicatif, faire un inventaire immobilier complet et définir notre approche en matière de migration. L'évaluation des niveaux de service et de l'environnement d'exploitation consiste à examiner l'état actuel des coûts infrastructurels, des qualités et des exigences architecturales ainsi que des processus et des modèles opérationnels. La notion d'agilité est fréquemment négligée. Pourtant, il s'agit souvent de l'intérêt principal du cloud computing. Les coûts de retrait des applications, infrastructures et centres de données sont également à cerner. Vous devez appréhender les coûts réels, dont votre utilisation du matériel et des logiciels restants, et les changements requis pour maintenir les niveaux de service et les coûts logiciels. Sans oublier les coûts de transformation organisationnelle. Quel impact auront-ils sur votre résultat? Les fournisseurs de cloud proposent tout un éventail de fonctionnalités. Vous devez bien les comprendre avant de vous lancer. D'après mon expérience, vous devez évaluer vos besoins et passer en revue toutes les offres. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez savoir comment tout cela fonctionne et quel cloud vous convient le mieux. En cas d'erreur, il suffit de réessayer. Nous apprenons sur le tas, et j'apprends tout autant que vous. Cette vidéo est consacrée au cloud d'infrastructure en tant que service. Toutefois, ces enseignements sont aussi valables pour les clouds de logiciels et de plateformes en tant que service. 1. L'élasticité et l'évolutivité. Configuration flexible des ressources. Ce type de cloud permet de configurer les ressources autrement. Comme nous l'avons vu lors de la démonstration, AWS est entièrement configurable. Évolutivité verticale dynamique des ressources. Nous pouvons ajouter des instances des services ou en supprimer selon nos besoins. Prise en charge transparente des clous. Nous pouvons exploiter différents types et marques de cloud. Quota de ressources flexibles. Nous pouvons ajouter ou supprimer des ressources sans aucune pénalité. 2. Le contrôle. Tout en haut, contrôle d'accès basé sur les rôles. Nous pouvons définir des stratégies régissant l'affectation et l'utilisation des ressources. Suivi et journalisation exhaustif. Nous pouvons consigner tous les aspects du cloud IaaS dans des journaux consultables à tout moment. De plus, nous pouvons surveiller nos services à l'aide d'un tableau de bord. Gestion du cycle de vie des images, nous pouvons gérer des images de leur création à leur suppression. Intégration au système de gestion des incidents, modifications et correctifs,
avec d'autres DevOps ou dans le cadre de l'approche de gestion de la configuration existante. 3. La productivité. Portail de provisionnement en libre service pour tout point de terminaison, nous pouvons lancer des instances de stockage ou de calcul à tout moment. Solide catalogue de services, les exigences du client, y compris les nôtres, sont satisfaites. Prêtez une attention particulière à cette fonctionnalité pour veiller à ce que la majorité de vos exigences soient satisfaites. Automatisation de bout en bout, nous contrôlons entièrement l'automatisation du cloud d'infrastructure en tant que service. Prise en charge d'API, nous disposons d'interfaces de programmation qui permettent aux applications et aux sources de données de communiquer entre elles. 4. L'agilité. Provisionnement des ressources en libre service, comme nous l'avons vu, nous pouvons affecter des ressources de stockage ou de calcul selon nos besoins. Élasticité rapide, comme nous l'avons déjà évoqué, nous pouvons utiliser plus ou moins notre cloud à notre gré. Capacité à la demande, assurant une disponibilité permanente des ressources, la reprise après sinistre active nous permet d'assurer la continuité de nos activités et nos applications ne cessent jamais de prendre en charge les utilisateurs. Prise en charge des points de terminaison, différents services proposés par ce type de cloud sont pris en charge. 5. Le coût. Tout en haut, mesure et rétrofacturation, nous pouvons surveiller l'utilisation du cloud en devise et imputer les charges à différents services au sein de notre entreprise. D'où une facturation à l'utilisation, selon la consommation, nous ne payons que les services que nous utilisons. Suivi des ressources et rapports d'utilisation fiables, nous comprenons ce qui nous est facturé, quels services ont été utilisés et quand ils l'ont été. Un cloud étant un système complexe distribué, votre approche en matière de sécurité doit suivre. Je rappelle que vous devez évaluer vos besoins avant de vous attaquer à la question de la sécurité. La sécurité proactive est la plus efficace, car elle suppose un suivi et une actualisation tenant compte des menaces présentes et futures. La sécurité cloud peut se diviser en deux domaines, d'un côté, la sécurité commerciale et, de l'autre côté, la sécurité technique. Chaque domaine doit être bien compris. Comme vous le voyez, le domaine commercial concerne l'aspect commercial de la sécurité, comme les audits et assurances. Autrement dit, nous envisageons notre solution dans une optique de contrôle par des auditeurs internes ou des agences externes. Ce qui relève des exigences commerciales doit figurer dans cette liste. C'est-à-dire tout ce que l'entreprise se doit de faire. Le domaine technique regroupe ce qui relève de la technologie, dont l'architecture et les outils. C'est-à-dire tout ce qui concerne le comment, de la solution, jusqu'au type de technologie et aux marques que vous envisagez de choisir. Vous devez impérativement définir ces deux domaines en détail, en prenant votre temps. Tout oubli à ce stade peut vous faire rater un audit, compromettre votre conformité ou vous exposer à des attaques. Par ailleurs, mieux vaut aborder la question de la sécurité cloud en sachant vous y retrouver dans les analyses détaillées et faire des recommandations pour régler les problèmes identifiés. Dans le cadre de ce processus, nous en verrons d'autres plus tard. La phase de découverte consiste à savoir ce à quoi vous avez affaire. Il s'agit d'identifier les activités des utilisateurs, les données existantes et leurs mouvements, les failles de sécurité, etc. La phase d'évaluation consiste à examiner les données ainsi collectées et à en tirer des conclusions. Par exemple, la solution de sécurité garantit-elle notre conformité et quels risques courons-nous actuellement? Enfin, la phase de recommandation consiste, après avoir bien cerné nos besoins, à formuler des recommandations de solutions dans le domaine commercial et le domaine technique. Voici donc les bases que vous devez maîtriser en matière de sécurité. Notre approche de base est défensive car nous cherchons à protéger nos applications cloud, nos systèmes et nos données des attaques prévisibles. Elle est également axée sur la tactique car nous réfléchissons aux outils que nous allons adopter. De plus, elle est orientée événement, car nous voulons pouvoir faire face aux attaques de type DNS ou déni de service. Nous anticipons des événements potentiels tels que les facteurs de menace et les violations du cloud. Nous disposons d'indicateurs qui nous permettent de mesurer l'état réel de la sécurité. Enfin, nous collectons des données internes que nous utilisons de façon proactive et responsable. Mais, avec le cloud, il faut en faire plus, notamment en matière de proactivité, afin d'identifier toute faille avant qu'elle ne pose vraiment problème. Notre approche traditionnelle purement réactive risque de nous créer des difficultés avec un cloud. Fini la tactique, place à la stratégie, il faut voir grand pour mieux protéger nos systèmes.
Quelles sont nos projections? Qu'est-ce qui va changer? Quels sont outils à venir? De plus, nous devons comprendre le contexte sécuritaire et savoir le traiter sous forme de concepts abstraits. Nous devons anticiper l'imprévu en nous préparant aux événements futurs que nous n'imaginons pas. Les attaques évoluent. Il faut s'adapter pour ne pas leur prêter le flanc. Il nous faut des indicateurs prospectifs pour identifier les tendances et anticiper les problèmes. Enfin, nous devons intégrer des données externes pour plus de proactivité et de réactivité face aux menaces émergentes. Nos systèmes doivent communiquer avec d'autres afin que nous puissions localiser nos failles et faire en sorte qu'ils se protègent automatiquement des attaques de FA. Toute migration se planifie en détail bien à l'avance et cette phase prend du temps. D'après mon expérience, si vous n'avez pas de plan, vous ne serez pas aussi efficace que ceux qui en ont un. De plus, le temps passé à définir votre plan et les ressources requises vous en fera gagner ultérieurement au cours du projet. Apprenez sur le tas. Si c'est votre première fois, ne craignez pas de commettre des erreurs et pardonnez celles des autres. Voici ce que nous ferons de nos applications. Nous allons les remplacer, les réutiliser, les refondre, les replateformer, les réhéberger, les réserver ou les retirer. Tout commence par un R. Remplacer, adopter une solution SaaS au lieu d'un logiciel. Nous en avons déjà parlé. Par exemple, nous utilisons Salesforce.com au lieu d'un système CRM. Réutiliser, diviser les applications en ensemble de services et exploiter ces services dans le cadre d'autres applications. Refondre, modifier les applications pour les rapprocher du mode native cloud et doper leur efficacité. Replateformer, placer les applications sur une autre plateforme cloud que le système traditionnel d'origine. Réhéberger, tout simplement prendre et déplacer les applications, sans modifier leur code, lors de leur migration des systèmes traditionnels d'origine vers le cloud. Réserver, ne pas déplacer les applications. Donc les laisser là où elles sont, par exemple pour des raisons de sécurité ou de conformité. Retirer, mettre les applications complètement hors service. Il peut sembler ardu d'estimer les ressources de migration d'applications. Tenez compte du coût du personnel, des ressources et du temps que prendra la migration de vos applications vers le cloud. Mais envisagez la valeur au fil du temps par rapport aux ressources mises en œuvre. Cette valeur doit impérativement être supérieure à l'investissement au fil du temps, sinon une migration vers le cloud ne rime à rien. Définissez vos moteurs commerciaux. Vous devez toujours avoir ces moteurs à l'esprit lorsque vous planifiez votre projet. Cernez les données, services, processus et points d'intégration système. Ils font partie intégrante de votre approche et, sans eux, votre solution restera lacunaire. Et définissez une stratégie d'intégration pour vos systèmes internes et externes, partage des données, faute de quoi vous devrez revoir votre copie. Il ne faut pas lésiner sur la formation. Il est plus facile de familiariser vos informaticiens actuels avec le cloud que de recruter des professionnels du cloud chevronnés. Prenez un consultant pour votre premier projet. Vous courez moins de risques. Et vous ferez des économies. Enfin, gardez un œil sur les tendances salariales. Veillez à aligner vos salaires en fonction de ceux qui sont pratiqués sur votre marché pour éviter de perdre des talents. Concentrons-nous sur 3 postes. 1. L'architecte cloud, celui qui conçoit et crée des solutions cloud. 2. Le développeur cloud, celui qui crée des applications cloud ou se charge de la migration. 3. L'ingénieur en sécurité cloud, celui qui a les connaissances requises pour être efficace dans les domaines cités dans la vidéo précédente et dans le domaine de la sécurité cloud qui fera l'objet de la vidéo suivante. Un architecte cloud comprend le cloud dans sa globalité, autrement dit il connaît le marché, sait quel cloud fait quoi et trouve une solution correspondant à vos exigences. Il comprend aussi suffisamment le processus de migration d'applications pour aider à le planifier, à le budgétiser, à estimer sa durée et à identifier les ressources requises. Enfin, il connaît bien les fournisseurs cloud et sait proposer des critères de sélection, comme dans la vidéo précédente. Un développeur cloud sait créer des applications dans des clous précis comme Amazon Web Services ou Google Cloud Platform. Il connaît les codes de programmation et outils natifs. Il sait comment exploiter au mieux les fonctionnalités ou capacités natives de chaque cloud. Par exemple, il sait comment intégrer une option d'évolutivité automatique dans une application.
Un ingénieur en sécurité cloud sait comment concevoir des solutions de sécurité cloud et connaît les fonctionnalités proposées par les fournisseurs ainsi que les outils externes à implémenter. Il a une connaissance approfondie des outils et technologies disponibles en matière de gouvernance, conformité et sécurité. Fort de mes 10 ans d'expérience, je vous conseille de vous limiter à quelques applications à la fois. Ceux qui en font trop échouent et peinent encore plus à s'en remettre. Combinez création de nouvelles applications et migration d'anciennes applications, pour vous faire une idée. Les choses se passent mieux dans certains cas que dans d'autres, remarquez ces différences. Enfin, suivez mon conseil et faites en sorte de réunir les talents nécessaires. Vos chances de réussite sont directement liées aux compétences de votre personnel. Jouez petit en vous concentrant sur les petits groupes de nouvelles applications à créer ou à faire migrer vers le cloud. La plupart des erreurs sont commises par des entreprises qui veulent trop faire trop vite. Faites simple. Si vous migrez vers trop de marques de cloud à la fois, vous allez vous disperser. Choisissez un type de problème facile à résoudre à l'aide d'une seule plateforme cloud. Vous pourrez compliquer les choses la prochaine fois. Enfin, budgétisez vos erreurs car vous allez en commettre. Il peut arriver de ne pas choisir la bonne plateforme ou les bons outils. Mais cela ne doit pas compromettre votre premier projet. Vous devez obtenir l'aval de la direction, car cela signifie qu'elle valide votre projet et comprend son importance. Vous devez donc comprendre le retour sur investissement, ROI, et le coût total de possession, TCO, deux notions déjà évoquées. Faites une analyse de rentabilité réaliste. Le financement devrait suivre. Pas de fonds, pas de migration, voilà votre position. Tout passage au cloud, que ce soit votre premier ou votre 20e, s'avère très coûteux. Parfois, la direction examine le montant des économies que le cloud permettra de réaliser afin de justifier son coût. C'est vraiment déraisonnable. Il faut plusieurs années pour amortir l'investissement dans un cloud et la création d'un cloud sans budget dédié ne vous fera pas atteindre votre but dans les délais requis. Enfin, le plus important, ne craignez pas d'échouer. Tout échec est une leçon en matière de cloud computing. Tout cela est nouveau et votre utilisation des ressources cloud est probablement unique, c'est-à-dire jamais testée par d'autres. Donc, de temps en temps, des problèmes surviendront. Vous devrez prendre un peu de recul, puis réessayer. Par exemple, la migration d'une base de données peut générer trop de latence pour les utilisateurs. Dans ce cas, vous devrez la remettre à sa place sur site et envisager de faire migrer des applications ou du stockage vers un cloud public. D'après mon expérience, la sécurité est l'aspect le plus important de tout projet cloud. Un cloud non sécurisé échoue vite. Veillez à bien comprendre les options de sécurité, notamment certains modèles, technologies et outils. La proactivité est la meilleure défense, comme nous l'avons vu. Veillez donc à miser sur le suivi et les actions correctives. C'est la clé de voûte de la sécurité cloud. La sécurité cloud nécessite de comprendre les bases, comme la réactivité, mais aussi les solutions permettant d'être prédictif en identifiant les failles avant qu'elles ne posent vraiment problème. Il faut saisir la différence entre les bases, les outils en couche, les outils intégrés, puis les solutions proactives et prédictives. Notez que les outils intégrés assurent une viabilité minimale de la sécurité cloud, ce qui est satisfaisant. Mais la plupart des entreprises se fixent un objectif prédictif pour plus de sécurité. Commencez par les bases. Vous devez poser les fondations d'un cloud garantissant le minimum de sécurité nécessaire. Ces bases sont vitales car, sans elles, vous pourriez tant vous concentrer sur la proactivité et la prédictivité que vous resteriez vulnérable à ce premier stade. Le modèle de maturité présenté à la diapositive précédente est progressif, c'est-à-dire qu'il faut le suivre dans l'ordre. Soyez proactif, car toute architecture de sécurité cloud digne de ce nom doit permettre d'identifier les failles avant qu'elles ne posent vraiment problème. Quand un pirate s'est frayé un chemin vers vos données, il est trop tard, mais vous savez comment il en est arrivé là et pouvez mettre un terme à son attaque. Cette diapositive explique qu'il faut respecter les normes de sécurité, très nombreuses, mais dans une optique de productivité. Si une norme non imposée par la loi nuit à la productivité des utilisateurs finaux, il vaut peut-être mieux se dispenser de son application. La sécurité étant une question humaine aussi bien que technologique, concentrez-vous sur les rôles et processus existants. Par exemple, ce sont les administrateurs des bases de données qui doivent signaler toute activité suspecte aux administrateurs de la sécurité afin que le problème soit examiné.
Si certains estiment que ce n'est pas leur affaire, des failles flagrantes pourraient passer inaperçues. Misez sur l'amélioration continue du cloud, à moins qu'une boucle de feedback ne soit déjà en place pour aider les administrateurs de la sécurité en ce sens. Cela peut nécessiter un chiffrement plus robuste des données en vol ou bien au repos, qui est une méthode plus sûre et plus gérable. D'après mon expérience, tout repose sur vos exigences de sécurité. Vous devriez en dresser la liste, en sachant que vous n'avez pas les mêmes problèmes à régler que l'entreprise voisine. Ne pensez pas que tout est sécurisé. Partez du principe résolument inverse, puis prouvez que chaque étape est sécurisée au fil de votre processus. Quand vous listez vos exigences, veillez à centraliser. Cela nécessite de fixer des stratégies pour harmoniser la définition des règles en interne, mais également une utilisation cohérente des contrôles d'accès tout au long de votre déploiement cloud. Aussi des API, autrement dit des interfaces de programmation, permettant d'accéder aux fonctionnalités de sécurité. Il faut des référentiels afin d'assurer le suivi des entités concernées par votre déploiement cloud à des fins de sécurité et de gouvernance. Mais aussi des journaux centralisés garantissant une compréhension globale de tout ce qui se passe. Sans oublier un suivi intégré à l'aide d'un affichage simple qui informe sur toutes les activités en cours. Par ailleurs, il faut de la cohérence entre les systèmes. Cela nécessite d'adopter les normes sectorielles ou les normes sécuritaires qui profitent à l'entreprise. Les normes nuisant à la productivité ne sont pas indiquées. Il faut une stratégie de chiffrement pour les données en vol et au repos, mais aussi une chaîne d'outils commune, ainsi que des SSO et des SSC standards, autrement dit des systèmes de soutien opérationnel et des systèmes de soutien commercial standards. Sans oublier des services de sécurité partagés à la fois par les systèmes sur site et par les systèmes cloud. Enfin, stop aux erreurs humaines. Pour cela, il faut des plans d'implémentation des services de sécurité détaillants qui fait quoi et quand. Mais également des correctifs pour remédier aux failles logicielles problématiques. Aussi des analyses pour balayer l'environnement de façon proactive afin de s'assurer que tout se passe bien. Il faut une gestion des événements, pour faire face aux pirates de façon planifiée et structurée à l'aide d'un processus automatisé. Mais aussi la capacité de déployer des solutions de sécurité en un seul geste. Sans oublier un marquage automatisé des métadonnées qui optimise la gestion des données à l'aide d'identificateurs. La phase de découverte, déjà évoquée, consiste à comprendre l'architecture de sécurité ainsi que les exigences des parties prenantes. Il faut cerner les besoins de l'entreprise en matière d'architecture cible, communiquer avec les dirigeants et identifier les domaines, entre autres. Voici un bon modèle à suivre pour dresser la liste de vos exigences de sécurité. Nous allons détailler les deux autres phases dans les vidéos suivantes. Je vous conseille de ne pas vous laisser influencer par les autres. Concentrez-vous plutôt sur vos propres besoins. Testez bien vos outils. Ne pensez pas que tout va marcher. Les fournisseurs cloud ne peuvent pas tout tester partout. La configuration que vous choisissez peut donc ne pas fonctionner. Donc, informez-vous bien en amont. Passons à la phase d'évaluation. Nous devons tirer parti des enseignements de la phase précédente tout en alignant nos besoins sur les meilleures pratiques en matière de sécurité cloud. Il faut donc aligner nos découvertes sur les meilleures pratiques pour nous aider à choisir nos outils. Enfin, la recommandation. Nous avons choisi des outils en nous fondant sur les processus et notre interprétation de la situation. À ce stade, nous devrions connaître nos exigences dans les deux domaines, commercial et technique. Nous devrions aussi savoir quels sont les meilleurs outils et technologies susceptibles de justifier notre investissement. Nos outils cibles doivent s'avérer compatibles avec nos systèmes cloud et traditionnels. Notre approche en matière de sécurité doit donc convenir au cloud public et privé comme au système traditionnel. Les outils de sécurité que nous choisissons ne sont pas réservés au cloud car ils doivent s'intégrer à l'ensemble de notre infrastructure informatique. Et alors, quelles sont les meilleures pratiques? Voici celles que je vous conseille de maîtriser. La disponibilité et la réactivité des systèmes de sécurité sont des priorités. Vous devez tester et mettre au banc d'essai vos outils de sécurité. Le degré de conformité aux normes techniques est également à prendre en considération. Votre secteur, comme tous les autres, est soumis à une législation. Comment vous y conformez-vous sur le plan technique et quelles sont les lois en vigueur? Le degré de conformité aux politiques commerciales est un autre point majeur. Votre secteur, comme tous les autres, est soumis à une législation.
comment vous y conformez-vous sur le plan commercial? Car il n'y en a pas que pour la technologie. Le commerce compte aussi. Le nombre de groupes, développeurs d'applications formés aux outils de sécurité, y compris les effectifs d'exploitation, est aussi une priorité. Votre personnel doit être au fait de ces outils et savoir comment s'en servir. Le pourcentage des systèmes, applications exploitant des services de sécurité est à calculer. Moins il y a d'applications concernées, moins une approche globale de la sécurité cloud s'avère intéressante. Une documentation système complète. Nous devons élaborer une documentation exhaustive dans laquelle nous détaillons l'utilisation qui est faite de nos outils de façon cohérente. Enfin, la capacité à appliquer les stratégies de sécurité et de confidentialité. Nous devons automatiser ce processus autant que possible. D'après mon expérience, encore une fois, le personnel chargé des opérations cloud, CloudOps, est trop axé sur les outils et les technologies, aux dépens des processus. Je vous conseille donc de bien comprendre les outils, sans pour autant en faire vos guides en matière d'excellence CloudOps, car vos effectifs et vos processus comptent davantage. La configuration de systèmes redondants n'est qu'un aspect des CloudOps. L'essentiel se trouve dans la capacité du cloud à placer ces systèmes derrière une couche de logiciels de gestion permettant aux instances de machines de traiter les mises à jour et les pannes. Il existe deux types d'outils. 1. Les outils des plateformes de gestion cloud qui permettent de gérer des services cloud ainsi que des machines et services de ou de provisionnement, mais aussi d'automatiser vos opérations continues en plaçant une couche d'automatisation autour des instances de machines cloud et des services cloud. Les pannes système étant automatiquement contournées, les problèmes les plus courants, tels que les failles de stockage et les failles de périphérique réseau, se résolvent généralement de façon spontanée, sans que les utilisateurs ne s'en aperçoivent. De plus, des processus automatiques liés au processus automatique DevOps permettent de tester, programmer et déployer les mises à jour logicielles sans interrompre les services applicatifs. 2. Les outils des systèmes de mesure et de suivi sur les clouds privés et publics, très orientés données. Ils permettent d'identifier proactivement les failles dès leur apparition au sein d'un système cloud. Ils collectent en permanence des données reflétant l'état actuel et le bilan de santé du système et lancent des procédures automatisées basées sur les données pour corriger les failles avant qu'elles ne posent problème. Les CloudOps dépendent moins des outils choisis que de l'utilisation qui en est faite ainsi que des processus qui les accompagnent. Bon nombre de dirigeants pensent, à tort, que les nouveautés technologiques offrent toutes les fonctionnalités CloudOps, mais cette approche est loin de suffire. Selon moi, le monitoring, ou suivi, celui de la sécurité, s'avère crucial en ce qui concerne les CloudOps. L'observation du fonctionnement des systèmes permet de comprendre leur comportement sous différents degrés de pression. L'aspect gestion nécessite de savoir comment doper notre proactivité. Les pratiques de suivi et de mesure procurent un moyen proactif et prouvé de surveiller les performances de divers composants et charges de travail. Vous saurez comment les charges de travail exécutées sur différentes plateformes se comportent en fonction de leur utilisation et réagissent aux augmentations et diminutions de charges. Comme nous l'avons déjà évoqué, le suivi et les mesures doivent garantir une visibilité de bout en bout sur l'ensemble de vos systèmes. Les clouds privés, publics et hybrides font partie de l'infrastructure prenant en charge les charges de travail critiques qui doivent aussi interagir avec les systèmes traditionnels sur site. Le but consiste à fournir une série complète de données permettant de déterminer l'état de santé opérationnel des systèmes, cloud ou non, et les indicateurs de performance clés. Nous gérons des systèmes de plus en plus complexes et la capacité à faire abstraction de cette complexité à l'aide d'outils communs se révélera essentielle pour tirer parti des technologies cloud émergentes. Passer des systèmes traditionnels au cloud hybride ne signifie pas passer la main sur le plan opérationnel. Profitez-en plutôt pour renforcer votre suivi et votre contrôle de toutes vos ressources informatiques. Si vous ne collectez pas des données sur tous vos systèmes, votre approche technologique ne vaudra rien. Félicitations, vous l'avez fait. Vous avez fini cette formation. Vous savez à présent que le cloud révolutionne l'environnement informatique. Il change tout, vous l'avez compris et vous entrez dans la danse.
Je vous remercie d'avoir suivi cette formation, et vous souhaite une bonne suite.